Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes partis avec Presse Club. Excusez-moi, il y a un chat qui a traversé le gorge. Presse Club, aujourd'hui, qui sera animé avec Gardi Diane, journaliste, le journaliste du Franc-Tireur, qui est avec nous aujourd'hui. Gardi Diane. Aujourd'hui fauché par d'autres confrères qui n'ont pas effectué. Respectez le rendez-vous, mais on doit être toujours présent pour vous servir, toujours fidèle au rendez-vous. Allez, Gardidiane, bienvenue. Merci beaucoup Christian Chibassou, c'est un plaisir de vous revoir après autant d'années. C'est quand même bien de savoir que cette maison a une valeur sûre maintenant. Gardidiane, journaliste très talentueux dans ses analyses, mais aussi la plume. Monsieur qui sait bien écrire aujourd'hui, avec une calvitie qui commence à aller, cela veut dire que l'âge où la réflexion commence à prendre trop de place. Eh bien, Gardidiane, on va commencer cette émission avec notre premier dossier. Nous allons nous rendre au Parlement congolais où un député, nous avons cité Charles Nawège, avait fait une déclaration qui fait tabac sur la place publique en rapport avec la polygamie. Suivons d'abord et on revient pour la suite. C'est parti. La seule chose que notre culture congolaise condamne, c'est la polyandrie. C'est interdit par toutes nos coutumes. La polygamie est un phénomène normal, un problème de régulation de société. Honorable Président, je tiens à vous remercier puisque vous avez compris l'intérêt qui est suscité par la salle concernant ces dossiers. Honorable Président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, Honorable Président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable Président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Quand elles arrachent les maris d'autrui, elles trouvent normal. Mais quand l'homme veut prendre une autre femme, il veut qu'on réprime. Honorable Président, Tongaba Lokota na Zelu et Bunga Kakaka na Zelu. Aujourd'hui, Honorable Président, vous pouvez tout faire. S'il vous plaît, Honorable Président, s'il vous plaît, Honorable Député, chers collègues, que personne ne puisse réprimer la polygamie dans ces pays. Ne l'acceptez pas. J'ai dit et je vous remercie. Gardi Diane, on vient de suivre cet élément du député national Charles Nawège. Eh bien, la polygamie ne doit pas être réprimée par la loi congolaise, c'est son point de vue, même si c'est puni, même si dans la loi prévoyait la peine de mort, eh bien, les hommes sont prêts à mourir pour la polygamie. Vous êtes parmi ceux-là? Malheureusement non, je ne suis pas de cette école-là, mais le propos de Charles Nawège sur l'approche sociétale a quand même une valeur. C'est vrai, moi je peux parler, moi je suis chrétien, et sur les questions d'ordre moral et d'éthique, je mets la Bible avant tout, mais ce qu'il dit est vrai. Dans les traditions, la polygamie, surtout certaines tribus en RDC, la notion de la polygamie est souvent prise en compte par beaucoup des tribus et généralement pas réprimandée. Il apporte une touche moderne pour expliquer qu'aujourd'hui, en termes de la population mondiale, les femmes sont plus nombreuses.
Et je crois que ça me rappelle des statistiques publiées par une organisation des Nations Unies faisant état de s'il faut chaque femme se marie, il faudra au moins 9 pour un homme. Et je crois que c'est bien de se reposer sur ces éléments-là, mais la vérité c'est que, disons-nous la vérité, quels sont les fondamentaux qui poussent l'honorable Charles Nawège à parler ainsi? Je crois qu'il est resté trop traditionnel. Et ce qui a engagé ces débats-là, il faudra qu'on rentre dans le contexte, c'est que dans la nouvelle proposition de la loi, essayant de régulariser ou encore de réglementer le code de la famille, tel que proposé par Daniel Mbaou, il y a quelque part où on a essayé de stigmatiser un peu la polygamie chez les hommes, ce que moi je trouverais normal à mon sens, mais ce qui a justement justifié la déclaration de Charles Nawège, qui s'est opposé à cette disposition-là de la proposition de loi de Daniel Mbaou. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les hommes, par nature, sont infidèles, c'est ce qu'on dit souvent. Mais est-ce qu'il faudrait faire en sorte qu'aujourd'hui, cela devienne officiel? Je ne pense pas, surtout pour l'équilibre de la société aujourd'hui, parce que, Crispin Chibassou, ce n'est pas un secret. Le monde démocratique d'aujourd'hui est parti sur une notion de la parité entre hommes et femmes. Je suis de ceux qui estiment que, c'est vrai, on peut parler de la parité, mais pas forcément dans les considérations prises de manière générale, parce que la femme ne sera jamais égale à l'homme. Ça, c'est une vérité de la Bible, mais dans les considérations d'ordre sociétal, la femme aujourd'hui est devenue vraiment semblable à l'homme. C'est-à-dire que le métier que l'homme pouvait faire autrefois, la femme peut le faire aujourd'hui. On s'est rendu compte que dans un foyer où l'homme et la femme essayent de travailler convenablement, il y a beaucoup plus d'équilibre que quand c'est un foyer monodirectionnel. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons aussi de morale et d'éthique, pour des raisons de considération, pour des raisons d'humanisme, voir une femme partager son mari avec plusieurs femmes, je ne suis pas sûr qu'on parle encore dans le contexte d'une famille aisée. Je ne pense pas que ça soit un élément qui pourra favoriser l'inclusion, encore l'évolution de la société, surtout à ces niveaux ici. Je pense à mon sens que si on est une société, c'est vrai, laïque, mais si tant soit peu on croit à des valeurs d'ordre religieux, qui d'ailleurs est l'arc-bouton de tout ce qu'on peut prendre comme décision sur le plan moral et éthique, on ne peut pas aller dans ces sens-là. On ne peut pas aujourd'hui faire de la polygamie une valeur. Je sais, c'est la tendance. Aujourd'hui, le monde, j'ai pas envie de parler trop religion, touche presque à sa fin. Beaucoup d'antivaleurs qui étaient autrefois réprimandées refont surface. Je ne mets pas la polygamie dans ces antivaleurs parce que c'est comme j'ai dit ici, traditionnellement dans nos sociétés, c'était un fait normal autrefois. Mais dans une société normale, considérant la femme, je ne pense pas que la polygamie soit un élément d'inclusion et un élément qui favorisera un climat propice au niveau de la famille. Je vous sens partagé. Non, je ne suis pas partagé. Je vais vous dire que... Entre la réalité de fait et le fait que vous respectez la femme, le fait que la polygamie peut être un élément déstabilisateur. Je donne mon point de vue sans pour autant nier la vérité de fait. Le fait, c'est qu'on est bantou. Dans nos traditions, surtout dans la plupart des traditions, la polygamie n'a jamais été un problème. Mais aujourd'hui, puisque le monde, on a pris notre direction, et aussi à ces niveaux-là, je préfère établir des limites. Je ne suis pas de ceux qui cautionnent cette forme d'acculturation, c'est-à-dire cette forme d'adaptation, même dans les us et coutumes, mais seulement dans le rapport, dans la considération d'ordre familial. Même dans la Bible, Dieu parle, il n'était pas bon que l'homme soit seul, l'homme s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Quelqu'un te dira, excusez-moi, quelqu'un vous dira que l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est David qui avait aussi plusieurs femmes. Je connais des gens qui peuvent me le dire, le pasteur Kassambakana en sera le premier, certainement. Je crois que c'est une question de croyance, mais c'est comme je vous ai dit Salomon aussi. Salomon, je vous dis ici, c'est vrai que ce sont deux hommes. Dans la leçon de David, ce que je voudrais dire aux gens, puisqu'on va parler, tout le monde... Les gens qui nous suivent ne sont pas tous chrétiens. Mais dans la leçon de David, c'est que Dieu voulait nous faire comprendre autre chose que ce que nous, on a retenu. Dieu voulait faire comprendre qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu sait que sur terre, les hommes, il est difficile de rendre un homme saint. Les hommes auront toujours leurs faiblesses. Et la force de la gloire de Dieu se révèle justement par ces hommes-là. Malgré ses faiblesses, Dieu décide de se révéler à lui. Pour qu'enfin l'homme ne s'étarque pas la poitrine que si je l'ai fait, c'est parce que j'ai été clean et droit devant Dieu. Dieu, c'est lui qui décide de faire les choses comme... C'est le côté sombre de David, c'est le côté sombre pour preuve. C'est ce qui a occasionné sa chute. La plus grande faiblesse, même en tant qu'homme d'État, la plus grande faiblesse de David, c'était le femme, et c'est ce qui a occasionné sa chute et beaucoup des difficultés qu'il a rencontrées dans son parcours.
Donc à ces niveaux-là, je crois que si on veut le côté religieux, moi je reste chrétien, je crois profondément en cette société qui est basée sur des valeurs et qui part de la religion. Non, on ne doit pas réglementer, on doit laisser. Non, on doit réglementer, mais on doit rester dans la norme. La norme, c'est quoi? C'est qu'une famille est composée, déjà, si je dois prendre la considération juridique, dans la considération juridique, c'est quoi la composition d'une famille? Une famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. C'est ça la définition de la famille. Nous sommes quand même bantous, nous sommes plusieurs tribus, je peux parler des Balouba. Des Balouba, par exemple, qui dit Mouloumoaba Kaji, c'est-à-dire le mari des femmes. Mouloumoaba Kaji, c'est-à-dire vous n'êtes pas l'homme qui a une seule femme. Bon, est-ce que doit-on exclure ça dans le code de la famille? C'est ce que je dis. C'est pas question d'exclure. Ça veut dire que c'est une réalité ancestrale qui a longtemps vécu avec nous. Mais dans ce monde moderne, dans cette réglementation, le code de la famille ne reconnaît pas une famille polygame. Le code de la famille ne reconnaît pas une famille dans son sens polygame. C'est-à-dire le code parle d'un homme et d'une femme et des enfants. C'est ça la définition claire, même ce que nous on a appris à l'école. La famille est composée du papa, de la maman. Pas des mamans, de la maman et des enfants. Et je crois que cette définition-là reste logique à mon sens. Et aussi, c'est comme j'ai donné ici des valeurs, des considérations au-delà des dimensions juridiques, c'est que je ne suis pas de ceux qui estiment que une famille épanouie, c'est une famille où il y a plusieurs mères et plusieurs enfants et un seul père. Je crois que ceux qui ont vécu dans ces genres de familles me donneront raison. Une famille équilibrée, je crois que c'est une famille où il y a un père, il y a une mère et il y a les enfants. Cela ne dérange pas qu'on puisse voir les hommes se taper à plusieurs femmes quand même. C'est comme je vous ai dit, l'homme est infidèle dans son ADN, ça c'est une certitude. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui c'est plus question d'adaptation. L'homme veut rendre officiel ce qu'il faisait autrefois en cachette. La femme va brandir aussi ses droits. Il dit, si vous pensez que vous pouvez le faire aussi... Ben, ah oui, il y a eu la réaction. De Geneviève Inagosi. Dans ce cas, si vous pensez que vous pouvez aller dans la polygamie, vous pouvez rendre officiel les bêtises que vous étiez en train de faire en cachette. Dans ce cas, autorisez aussi la polyandrie. Ça sera équitable. On est dans une société aujourd'hui régie par le droit et la loi. Si on va dans ce sens-là, ça sera encore une sorte d'ambivalence où les hommes s'engageraient dans une bataille avec les femmes. Et je ne suis pas sûr qu'on en sorte vainqueur dans ces débats. Voilà, cette fois-ci, on va parler politique avec la sortie médiatique du chef de l'État à l'occasion de la 10e anniversaire de la signature de l'accord d'Addis Abeba. Eh bien, le constat qui sort, le Congo est devenu un champ de manœuvre des ambitions régionales, tant du côté des alliés du gouvernement que du côté de ceux qui soutiennent les rébellions, les belligérants. Doit-on continuer à faire confiance aux organismes, aux accords signés sur le plan régional, sur le plan continental? Eh bien, suivons d'abord cette réaction du chef de l'État qui a clairement condamné le Rwanda qui continue à déstabiliser la République démocratique du Congo. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord-cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes.
Eh bien, regardez Diane, 10 ans après la signature de cet accord, la région des Grands Lacs ne connaît toujours pas de paix. C'est une certitude. Parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant dès l'entame de vos propos, que le Congo est devenu le terrain des ambitions des États de la sous-région. Ça, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que, j'ai l'habitude de le dire aux gens, le Congo est considéré au monde comme étant la réserve. Le Congo est cet État pivot qui doit justement jouer un rôle très crucial dans la révolution économique qui arrive et qui est déjà là, si je peux me le permettre. Donc en gros, je crois ici que vous avez encore utilisé un mot, la notion de la confiance. Je ne pense pas que la confiance soit vraiment une valeur dans le rapport entre États. Puisque c'est un rapport dicté par les intérêts, je ne pense pas que la question de la confiance doit intervenir. Et malheureusement, le Congo, dans son hospitalité légendaire, a pris cette posture et cette attitude-là nous a toujours joué de tours. Aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps que le Congo comprenne que la seule façon pour le Congo de devenir cet État-là, indépendant et affranchi justement des velléités venues des part et d'autre, c'est justement cet État-là qui arrête naïvement de pouvoir croire à ses partenaires, qui accorde facilement sa confiance aux États. Et le Rwanda en est l'exemple. Qu'est-ce que le Congo n'a pas donné au Rwanda? Le Congo a autorisé au Rwanda, dans le conflit interne, de pouvoir avoir des refuges chez nous. Le Congo a permis au Rwanda de devenir une économie attrayante par l'exploitation de certaines ressources chez nous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, une fois élu, vient faire ce que le Congolais n'oserait jamais penser. Il dit, bon, puisqu'on estime que la base de ces guerres d'agression, c'est justement la question des richesses, si on partait sur de voies officielles, signer des accords bilatéraux qui vous autorisent à pouvoir exploiter de l'or chez nous et de pouvoir vous donner le moyen d'une politique et de vos ambitions économiques en Afrique, ça serait une solution. On s'est mis d'accord, mais en fin de compte, c'est encore une fois de plus un coup d'épée dans l'eau parce que le Rwanda s'en est servi autrefois pour continuer à torpiller et à poursuivre son agenda. Parce qu'on est en face d'une situation qui nous impose trois réalités. La question de la guerre de l'Est, il y a d'abord la réalité, à mon niveau, deux enjeux géopolitiques qui tient lieu de questions économiques. Il y a des puissances qui exploitent ces minerais, qui aujourd'hui tient presque en haleine l'économie du digital, la production de téléphones et autres. Il y a ceux qui sont là pour des questions d'identité. Le Rwandais qui, n'étant pas reconnu sur leur propre sol par leurs propres frères, en crise d'identité, ont trouvé au Congo cet refuge-là et commencent à devenir avares et en vouloir un peu plus. Mais il y a aussi justement cette lutte acharnée vers la terre. Et je pense que la question de l'identité est étroitement liée à la terre, parce que chez nous, la notion de l'appartenance est liée à une zone, à un espace géographique. Et qu'aujourd'hui, le Congo, voulant justement montrer, faire preuve de cette hospitalité, est victime de sa propre bonne foi. Ah, c'est ça d'ici, je crois que le constat du chef de l'État est clair. On parle de l'accord d'Addis Abeba, on nous a imposé un accord après qu'on ait mis fin à une guerre d'agression du M23. Je crois que vous êtes un acteur, je dirais, un témoin oculaire de l'histoire, à l'époque, 2013, quand, après que le Congo s'est rendant compte que finalement les conciliabules à gauche à droite ne résolvaient pas le problème, la RDC a pris sa responsabilité en main, est allée jusqu'au bout et a défait le M23. C'est alors qu'on nous sortira ici des hypothèses, on nous contraint à aller autour d'une table, on montre notre bonne foi, malgré que sur le plan militaire, on ait remporté une victoire importante, on accepte quand même d'aller autour d'une table pour négocier et en parler. Mais finalement, ce sont les mêmes accords qu'on vient nous brandir encore au visage pour justifier une guerre d'agression qui n'a pas lieu d'être. Quels sont le mobile, quels sont ces éléments que le M23 peuvent revendiquer de la part de la RDC en cet instant précis? Qu'est-ce que le Congo n'a pas fait? À la limite, on me dira, il y a ceux qui me diront, il y a quelques résolutions qui sont restées lettres mortes, mais sur le 100% des résolutions, si jusqu'à 90% les choses sont réalisées, vous estimez que vouloir tuer les populations civiles est une solution pour revendiquer le 10% restant des clauses telles que définies dans l'accord d'Addis Abeba? Alors, est-ce que doit-on aujourd'hui changer des donnes, changer la conception des choses? Le chef de l'État est parti participer, il a dénoncé aujourd'hui, 10 ans après, qu'il n'y a rien qui est fait pour la paix dans la sous-région. Doit-on continuer à nous plaindre ou il faut changer des caps? Parce que depuis
depuis des lustres, partant de 94 à ces jours, les Rwandais, ces jours de la République démocratique du Congo, nous avons vu le fait président, M. Laurent Désiré Kabila, s'est déplacé, aller à Lusaka, négocier avec le belligérant. On lui impose de négocier avec le rebelle, à l'époque MLC, RCD-KML, Roger Lumbala, Boussania Moussi et consorts, on se rappelle l'histoire. Mais à la fin, c'est quoi? En pleine discussion, en plein dialogue, eh bien, on arrive à assassiner un président de la République. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire endormir les autorités congolaises avec des pourparlers qui ne font que tirer en longueur notre histoire dans le but de matérialiser la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que la sortie médiatique de Kagame l'a si bien dit clairement qu'il avait besoin de récupérer quelques terres, une portion des terres de la République démocratique du Congo. Doit-on continuer dans ces négociations qui semblent être des négociations des sourds? On n'entend que la voix de l'autre, on n'entend que la voix du Rwanda. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change de donne, qu'on joue un peu à la manière des Centrafricains, ou s'est rapproché clairement de la Russie, du bloc russe, Chine, pour que nous puissions nous défendre? Merci pour la question. Je crois que s'il faut changer la donne, la première des choses qu'il faut changer, c'est que les Congolais s'en rendent peut-être pas compte, mais à l'heure où nous sommes, il nous faut une révolution. Si on a mené des révolutions qui nous ont conduits jusqu'à l'indépendance, je crois qu'il en faudra encore. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de l'histoire, ce que le monde entier sait que le Congo a fait de la négociation, du dialogue, un instrument majeur de la gestion, de sa destinée. C'est pas mauvais, mais c'est devenu notre faiblesse en fait. Quand vous parlez de est-ce qu'on nous endort pas, la vérité, oui. Parce que, regardez, dès lors qu'on s'est rendu compte que finalement, la dynamique qu'on a prise avec les États voisins ne marchait pas. On a décrété l'état de siège, rendant ainsi difficile la phase d'opérationnalisation de certaines dynamiques des pays voisins. Qu'avons-nous pas vu? À l'initiative du Rwanda et de certains États puissants. On va aux Nations Unies, la France nous impose un agenda des discussions avec le Rwanda, c'est-à-dire chaque jour, le chef de l'État reçoit des dignitaires venus de l'extérieur pour venir parler d'un seul sujet, venir nous contraindre, nous faire croire qu'aujourd'hui, jusqu'au point où même les Nations Unies jouent le second rôle. Le secrétaire général des Nations Unies nous fait croire que le M23 a un arsenal plus supérieur même à la plus grande force du monde qu'est les Nations Unies. Vous pensez que c'était quoi? C'était un élément de langage pour nous décourager, nous dissuader de pouvoir prendre l'option militaire. Ça prouve à suffisance que derrière, les enjeux sont beaucoup trop importants. Et les gens savent qu'aujourd'hui, le Congo a l'obligation de rester endormi dans cet état-là, au risque de pouvoir mettre en mal les intérêts du monde. Je vous ai dit ici, le monde nous considère comme étant la réserve mondiale. Et qu'aujourd'hui, puisque les gens ont le regard sur nous, on conditionne notre manière de penser. Quelqu'un l'avait même dit, il considérait le monde comme, que la RDC comme le coffre-fort du monde. Du monde. On va aller pas plus loin. Sarkozy a osé le dire à Joseph Kabila en face, que le Congo n'appartenait pas qu'aux Congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir prendre notre destin. Est-ce que nous avons conscience de cela? Lorsque nous regardons la classe politique qui se déchire seulement à la veille des élections, qui se déchire pour le pouvoir, les pouvoirs pour le pouvoir, qui ne se déchire que pour discréditer l'autre. Apparemment, la haine a pris la place de l'homme congolais dans tous les sens apparemment. On ne comprend pas les dangers, mais on se laisse faire. Mais à chaque fois qu'il y a un changement de régime, ces régimes font face aux mêmes réalités, aux mêmes défis. Ça, c'est vrai. On a vu Kabila père, Mobutu d'abord. Mobutu d'abord, vers la fin de son pouvoir, Mobutu est parti, subir des problèmes d'ordre voilà, sécuritaire. Mobutu est parti, parce que c'est parti d'où? C'est parti de l'Est. De l'Est, oui. Et Mobutu dit, on m'a poignardé dans les dos. Et les autres disent, ben non, Toyamba Bango, ce sont des libérateurs. Arrivé, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Il dit, non, vous nous avez aidé, rentrez chez vous. Non, nous ne rentrons pas, et puis rébellion. Et il est assassiné. Le fils arrive,
c'est la rébellion. On change de cap, c'est RCD. C'est RCD, c'est CNDP. Après CNDP, c'est M23 avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, chaque président congolais qui arriverait à la tête du pouvoir va connaître le même problème. Pourquoi ne pas se mettre d'accord, se mettre autour d'une table pour créer cet élan patriotique, se défendre contre ces impérialistes? Vous savez, les gens me trouvent un peu peut-être dur quand je parle que le Congo atteint une implosion sociale. Les gens pensent que je suis dur, mais ça c'est juste... Implosion sociale. Oui. Aujourd'hui, le Congo a la plus grande difficulté de la RDC, c'est qu'on n'a plus assez de citoyens convenables. La citoyenneté est devenue une notion très éloignée de nous. Quand la citoyenneté n'est pas, le civisme disparaît. Le Congo aujourd'hui, par exemple, je parlerai des acteurs politiques puisque vous en parlez, on est dans une politique subjective. Et je crois que c'est une forme d'aliénation voulue par des gens. La politique, on ne sait pas faire la part de choses entre les luttes et les guerres fratricides en interne et les questions d'ordre commun. Le Congo n'a plus d'idéal commun. On ne sait pas comprendre que quand il s'agit des questions de terre, c'est une question de souveraineté. À ces niveaux-là, on n'a pas besoin d'exposer nos divergences vis-à-vis de ceux qui nous agressent. Je vais vous donner par un exemple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'OIF divise la classe politique et par ricochet la société congolaise? Alors que, quand la CENI décide d'écrire à l'OIF, qui a l'habitude de nous accompagner dans l'audit du fichier électoral, la CENI a un agenda bien calculé. Et quand on fait appel, on sait que c'est, vu l'expertise, vu la maîtrise de l'espace congolais, c'est des gens capables de pouvoir le faire dans un délai simple. Mais les gens ne savent pas que l'OIF avait déjà constitué une commission à ces sujets, après l'évaluation de la requête de la RDC. Et après, à ces moments-là, on s'est rendu compte que dans la commission, ceux qui présidaient à cette commission étaient des gens non grata, des gens qui ne pouvaient pas, qui on ne pouvait pas permettre de pouvoir toucher justement à ces fichiers qui relèvent aussi une question de souveraineté. Quand le Congolais se soulève, l'OIF prend du recul et dit, vu la question du temps, on n'entre pas. Et malheureusement, les Congolais se servent de ça pour torpiller un processus électoral en interne. Dites-moi, Crispin Chibassou, à ces niveaux-là, vous pensez vraiment que la question de l'État nous intéresse nous tous? Le Congo, surtout la politique, a un prisme, je dirais, très subjectif. Chacun voit les choses de sa manière. Or, à ces niveaux, on devrait avoir des éléments qui nous unissent. Et à ces niveaux-là, pour moi, j'estime que ce sont des éléments qui justifient le fait que notre société a implosé depuis un moment. Et qu'aujourd'hui, pour des questions des intérêts minimalistes, des intérêts bénins, les gens sont capables de mettre la République en feu et à sang. Vous savez, la réalité du Congo, pour faire l'opposition au Congo, c'est une question très facile. Pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand j'écrivais une tribune récemment, je leur ai dit, quand vous avez un État comme le Congo qui a un passé très lourd, la taille des réalisations que vous faites en 5 ans se heurte à une réalité endémique. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un en 5 ans de résoudre un problème qui existe au fond de nous depuis qu'on est État, depuis les années 60. À ces niveaux-là, il y a une dimension qui doit naître de Congolais, savoir qu'on peut se battre entre nous, mais quand vient les questions de l'État, il faut qu'on apprenne de l'histoire, en fait. Le Congolais ne savent pas voir la menace qui plane sur nous. Parce que, aujourd'hui, disons les choses vraies, les gens se sont posé la question pourquoi Félix Tshisekedi a fait beaucoup de tours, mais c'est parce que l'équilibre mondial tient encore. Quand vous êtes un chef de l'État qui n'émane pas de la volonté de la communauté internationale, croyez-moi, il faudra du temps. Et les instruments qu'on a utilisés par cette communauté internationale pour contester son élection, ce sont ses pairs africains, dont Kagame et les autres. Rwandais, bien sûr. Exactement. Et à votre avis, vous n'estimez pas qu'à ces niveaux-là, sur le plan diplomatique, il fallait maintenir un équilibre? Et aujourd'hui, c'est des choses qui retournent contre nous parce que le Congo, je dis ça et je répète, aucun État ou la plupart des États voisins n'ont pas d'intérêt à voir le Congo être un État épanoui parce que leurs économies tiennent de la situation de la RDC. Le Rwanda, le jour où le Congo deviendra un État fermé sur le plan sécuritaire, compact, et qui peut prendre ses décisions sans tenir compte des réalités d'ordre sous-régional, le Rwanda ne sera pas cet État économique viable comme on le voit aujourd'hui. Tout ce qui fait la force du Rwanda, les matières premières que le Rwanda brandit de l'extérieur en tant que pays producteur, ça vient d'où? Le sol rwandais, on connaît, n'a pas autant de ces richesses-là. La seule richesse où le Rwanda essaye de se prévaloir maintenant, c'est le gaz méthane qu'il exploite au détriment de la RDC.
l'iranium, il y en a sur le sol congolais, pour que le Rwanda soit dans la liste des pays producteurs. Alors, comprenons notre faiblesse. Eh bien, le pays de la sous-région se disent, le Congo est devenu le champ de manœuvre des ambitions de chaque pays qui veut soutirer ce qu'il veut. Eh bien, on est faible. On est donc devenu faible à cause du manque de la cohésion nationale autour des questions majeures. Parce que nous sommes à la quête du pouvoir pour le pouvoir. Les sorties médiatiques, les marches. Bientôt là, nous allons n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons vu le gouverneur recevoir les acteurs majeurs de l'opposition pour demander la marche. Et malheureusement, ils n'ont pas organisé cette marche, mais ça sera organisé. Mais c'est pourquoi? C'est seulement pour le pouvoir. C'est seulement parce que nous sommes à la veille des élections. On n'a pas vu l'opposition s'élever pour dire non à Kagame. Tu ne peux pas te prononcer de telle manière contre la République démocratique du Congo en disant qu'il y a des terres qui appartiendraient au Rwanda. Parce que nous sommes candidats en 2023. Parce que nous devons remplacer celui qui est au pouvoir. Mais doit-on continuer avec cette façon de faire les choses quand nous risquons de disparaître? Parce qu'un pays, la République démocratique du Congo, n'existe que par la volonté des hommes. Et si les hommes se liguent contre nous et nous n'arrivons pas à comprendre le jeu, nous deviendrons un jour des apatrides, n'est-ce pas? Ça, c'est une vérité parce que quand vous parlez des opposants particulièrement, c'est vrai. La marche est une expression démocratique, on ne leur refuserait pas le droit de pouvoir le faire, surtout quand les thématiques touchent à la vie sociale de tout le jour. Mais cependant, le problème, c'est qu'on s'interroge sur la téléologie des actes, c'est-à-dire la finalité de chaque acte posé. Quand vous parlez par exemple de l'opposition, je vous dirais que dans le vrai, pourquoi la plupart ne se sont pas affichés ou tenus des discours à l'encontre de Kagame? Parce que la mentalité de l'opposition aujourd'hui, c'est que tout ce qui arrive est à mettre sur le compte et sur le dos. Moi personnellement, je n'ai pas vu Moïse Katumbi s'est prononcé clairement contre Kagame. Contre la guerre de l'Est, contre les déclarations. Vous citez seulement Katumbi, moi j'en connais beaucoup qui n'ont pas fait, hormis la déclaration de Matata que j'ai vue, qui, à mon sens, était aussi pas très poussé, je connais personne. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, c'est une manière... On veut se faire parrainer. Non, pas seulement se faire parrainer, le problème c'est que pour eux, tout ce qui se passe, c'est à mettre sur la tête ou sur le camp de Félix Tshisekedi. Vouloir reconnaître de manière implicite aujourd'hui que le Rwanda nous agresse et que c'est une question de souveraineté, pour eux, c'est une manière de soutenir indirectement Félix Tshisekedi. Donc du coup... Mais hier, c'était la même chose avec Kabila. On disait la même chose, Kabila. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut qu'on apprenne de l'histoire. Et ça, la population doit s'en rendre compte. Avant, c'était, même quand il y a bavure policière, on disait que Kabila a tué quelqu'un. Mais était-ce vrai? Cette manière de voir les choses. C'est vrai qu'en tant que chef garant de bon fonctionnement des institutions, il a une responsabilité de tout ce qui peut arriver de l'ensemble des institutions. Mais est-ce vrai de faire ce genre d'accusations? Et malheureusement, c'est la même recette qu'on sert aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Le grand problème, c'est qu'on a des problèmes en interne. J'aimerais aujourd'hui que dans le débat public, qu'on arrive à discuter des questions cruciales de la société congolaise. Par exemple, le problème endémique de la maîtrise de la politique monétaire, qui n'est pas du fait d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous prenez dans une durée, en dehors 12 ans, 15 ans, vous vous rendez compte que le taux de la monnaie n'est pas stable et il va crescendo en train de monter constamment. C'est un problème de politique interne, c'est un problème des structures, c'est un problème de management au niveau de la Banque centrale de la politique monétaire. Et ça, à ces niveaux-là, je crois que c'est des questions sur quoi le Congolais aimerait entendre. Savoir pourquoi, de 2008, le dollar continue à grimper et la valeur de la monnaie continue à baisser. Ça, ce sont des vraies questions sur quoi on devrait discuter. On devrait discuter aujourd'hui, bon, on a un problème de l'Est aujourd'hui. Ce qu'on redoutait avant, nos détracteurs ont fini par le mettre à la place publique et dire les vraies intentions parce que, faut dire vrai, on a quand même poussé Kagame jusqu'à ses derniers retranchements. Cet homme taiseux autrefois, quand il a retrouvé un peu un rapport de force à la RDC, il a fini par dire ses vraies intentions. Est-ce que le Rwandais réclamerait une partie de terre? Or, mais ça encore, s'il faut parler de l'histoire, je recommanderais à Paul Kagame de lire les ouvrages, hormis l'Holocauste que notre ami Charles Nana a écrit, qui lise l'histoire du Congo écrit par le prof Ndaïwel, Isidore Ndaïwel, il comprendra. Ou s'il ne veut pas lire Ndaïwel, qu'il lise les grands écrivains dans le monde, ou même notre ami Colette Bradman. Il ne le fera pas, il est dans ses ambitions.
On se comprend. Donc, en gros, ici, sur la question de l'opposition, je crois qu'il est possible aujourd'hui de changer fusil d'épaule. Savoir faire la part des choses. Ne pas faire croire aux gens que tout ce qui se passe, il faut mettre sur le compte du chef de l'État. Parce que la République démocratique du Congo est au croisé de sa destinée. Ça me rappelle une histoire. À chaque fois qu'il y avait un problème, vous allez voir sur les réseaux sociaux, et même si ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, Kabila doit partir. Quelqu'un va répudier sa femme et que quelqu'un n'est pas d'accord, Kabila doit partir. Et je crois que cette mentalité-là est la mentalité de Kabila. Alors, quand on devient président de la République en RDC, on est haï. Responsable de tout. On est responsable de tout. Même pour un conflit conjugal qui arrive à Selemba, où vous en êtes responsable. Ça, alors, c'est quoi? C'est dans notre ADN, dans le subconscient? C'est pas dans notre ADN. C'est comme on dit, c'est une orientation communicationnelle qu'on a pris. C'est-à-dire, dans le travail de la communication, la nature a horreur du vide. On s'est retrouvé avec une population qui à peine apprenait les cultures démocratiques, notamment les élections et autres. Or, les opposants, je vous dirais vrai, il y a une phase de l'histoire où la communication politique est devenue très agressive et a changé. J'ai oublié l'année, mais je crois que c'est avant les élections de 2018. Le contact entre l'opposition congolaise et les mouvements citoyens, de l'extérieur notamment, il y en a marre et autres. Ces gens leur ont donné quelques techniques de pression aux opposants qui, malheureusement, ils utilisent abusivement, comme tout le Congolais, on est toujours dans l'abus, en fait. On se rappelle de l'histoire de l'île de Gorée. Et exactement. La question ici, c'est quoi? Les techniques de pression qui vous apprend à diaboliser, en fait. C'est-à-dire que c'est une technique qui vous permet de pouvoir discréditer votre adversaire en si peu de temps. On a fait croire, c'était une stratégie à la base, mais qui est devenue une culture. Parce qu'ici, on a fait abstraction de tout ce qui est responsabilité des autres institutions. Et malheureusement, le revers de cette approche, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de prendre part à un gouvernement, à un pouvoir exécutif, démissionner aujourd'hui et se dédouaner de toute responsabilité de l'action collective de ces gouvernements. C'est ça la conséquence justement de faire croire aux gens que seul le chef de l'État est responsable de tout et de rien. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte des effets de toute orientation qu'on peut prendre dans l'approche communicationnelle, dans le marketing politique. Et malheureusement, à ce niveau-là, il faut beaucoup de culture pour pouvoir le maîtriser et éviter les effets secondaires. Alors, revenons un peu à ce que je disais tantôt. Le Congo est devenu une sorte de manœuvre des ambitions. Les ambitions des pays voisins sont claires. Nous sommes devenus la proie de nos voisins qui jouent les jeux de ceux qui veulent mettre à genoux la République démocratique du Congo. On voit les rapprochements entre le Congo-Brazzaville avec le Rwanda. On voit Kagame qui se déplace au Bénin, qui fait un discours contre la République démocratique du Congo. Eh bien, l'Ouganda, c'est presque le frère... Le frère siamois. Le frère siamois contre la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on réfléchir autrement? Parce qu'avec 9 voisins, il faudra avoir une politique de bon voisinage, bien sûr, mais il faudra avoir une armée dissuasive pour qu'on fasse peur aux voisins. Ça, c'est une certitude. Il faut avoir une armée dissuasive. Est-ce qu'on y travaille? Je ne sais pas. Je suis pas journaliste. Est-ce que vous sentez qu'on y travaille? Sentir, la vérité, c'est que dans les intentions. Parce que quand on se permet quand même d'avoir une loi sur la programmation militaire, ça prouve à suffisance qu'on a les intentions d'aller plus loin. Quand on voit aujourd'hui revenir sur les questions que nous, on a décriées autrefois, notamment la question de réinsertion des groupes armés ou de miliciens dans l'armée. Pour moi, c'était un anti-valeur qu'on ne devrait pas faire. Le brassage et le mixage. Le brassage et le mixage. Pourquoi? Parce que j'estime qu'un bon militaire, c'est d'abord un bon citoyen. Quelqu'un qui n'a pas appris à être un bon citoyen, à vivre dans une société, ne peut pas être un bon militaire. Quand quelqu'un est né dans la brousse, il ne sait parler que le langage des armes, c'est quelqu'un-là, vous ne pouvez pas le mettre dans l'armée pour venir défendre les intérêts communs d'un État. Il ne comprend pas ce que c'est la notion de l'État, il ne comprend pas ce que c'est la notion de la société, il ne comprend pas ce que c'est une nation. Je crois que un bon militaire, c'est celui qui est réinséré sociétalement, qui a appris à vivre, qui a appris la sympathie, qui a appris le civisme, qui a appris le savoir-vivre avec les gens. C'est celui-là qui devient. Ce n'est pas un plan machiavélique de ceux qui veulent mettre à genoux la RDC et de nous imposer le mixage, le brassage, sachant que ceux qui arrivent ne sont pas du tout congolais. Et on voit les défections de généraux, des officiers qui quittent
le FARDC pour rejoindre le M23. Je voulais en arriver, ça veut dire que, est-ce que c'est un choix? Je ne sais pas, mais je crois que c'est devenu presque un mode opératoire utilisé. Parce que depuis 2 années, voir, et la communauté internationale, le président Macron, il n'est jure que sur ça. Et quand vous suivez le secrétaire général de l'ONU, nous acceptons, nous soutenons. Nous soutenons le processus de Luanda, mais nous allons négocier. Pendant qu'on négocie, pendant ce temps, le M23 a toujours fait quelque chose. Après les accords, c'est d'autres territoires qui tombent, c'est des massacres de population. On se rappelle des Kichiché. Exactement. Le problème, c'est que, c'est vrai, je vous ai dit ici dès l'entame, le Congo est au cœur des enjeux mondiaux. Le Congo est un État voulu dans cet État par des puissances. Apparemment, on n'a pas cette appréhension. Si. Excusez-moi, mais même ceux qui sont... ceux qui ont une portion des responsabilités, la plupart ne se rendent pas compte de cela, que nous sommes au cœur des enjeux mondiaux. Et je veux vous le concéder, j'ai aussi l'impression que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fini par établir une culture. On nous a fait passer pour des gens qui s'estiment faibles. Si le Congo était un homme, je dirais c'est un être humain qui manque cruellement de confiance en soi. Le Congo est un État vaste avec autant de puissance capable de faire mal. Mais la seule façon de pouvoir éviter à un éléphant de pouvoir se relever, c'est de lui faire croire que c'est fatal pour lui. Aujourd'hui, le Congo a fait de la négociation une culture. Et quand on va négocier, la plupart des temps, on négocie en position de faiblesse. Je vous ai parlé ici de l'accord, ce fameux accord d'Addis Abeba. Comment on va aller négocier alors qu'on a remporté la bataille militaire? Et c'est là où je dis ici, je vais vous exposer mon point de vue. Je crois qu'ici, il ne faudra pas qu'on condamne beaucoup trop les autres États de l'Afrique. Le rapport entre États est un rapport, je l'ai dit ici, dicté par les intérêts. Quels sont les intérêts directs des États africains vis-à-vis du Congo qui est un État catalyseur? Le Congo est considéré comme étant cette réserve mondiale sur le plan sol et sous-sol, mais le Congo, en tant qu'État, n'a pas encore défini une bonne politique extérieure, question de rendre les autres, de faire adhérer les autres à sa cause. Vous savez, les États-Unis ont consolidé leur notoriété par cette approche. Loin de l'esprit impérialiste d'aller dominer les gens, mais c'est des gens qui se sont mis dans la posture des hommes forts, capables de résoudre le problème des autres, capables de partager et faire en sorte que le jour où les États-Unis prennent une position dans le monde, sans qu'il y ait forcément une action de lobbying derrière, il y a des États qui vont se reconnaître dans ces discours et s'aligner derrière les États-Unis. Le Congo doit arriver à un moment de pouvoir prendre sa place dans le concert des nations. Ça passe par quoi aujourd'hui? Les gens qui torpillent l'intégrité de la RDC, c'est des gens qui viennent pour des intérêts disparates et viennent pour les questions d'ordre économique. Il faudra qu'on soit en mesure aujourd'hui de définir une très bonne politique de production, choisir un camp, et qu'au lieu de passer par des commissionnaires, les petits États qui sont à gauche, passez par nous, venez nous voir et discutons de questions d'intérêt. Nul n'a besoin de pouvoir aller torpiller les richesses du Congo que vous pouvez avoir sans forcément verser le sang de gens. Et au-delà de ça, pour que ça arrive, le Congo a une seule option sur sa table, l'option militaire. Il faut que les États de la sous-région subissent la foudre de guerre de la RDC. C'est alors que ces gens-là retourneront sur une table en négociant d'égal à égal. Alors, une question. Est-ce que les chefs de l'État doivent arrêter, excusez-moi, mais ça va paraître très fort. Je suis en train de chercher un mot qui sera un peu plus acceptable. Est-ce que les chefs de l'État doivent arrêter de continuer dans cet élan des négociations en négociation ou c'est se concentrer sur sa politique interne? Parce que, excusez-moi, lorsqu'il prend la parole devant ses pairs, est-ce qu'on considère ce qu'il dit? Est-ce que c'est pris avec beaucoup de sérieux? Ou on dit, ben, il parle, nous savons ce que nous allons faire derrière. Je me rappelle de l'histoire. L'histoire nous renseigne que c'est après avoir pris part aux négociations d'Arusha que l'avion d'Abiyarimana a été abattu au Rwanda. C'est-à-dire négocier, mais avoir aussi le moyen de sa politique. Dans le rapport entre États aujourd'hui, on ne peut pas se mettre en autarcie. Même Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine maintient les discussions de l'autre côté.
Je crois que négocier, bon, est-ce qu'il va souvent négocier? Je pense que ces différentes organisations et ces différents sommets lui servent plutôt de vitrine pour pouvoir plaider la cause de la RDC. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce qu'à ce stade ici, négocier, on ne va pas négocier avec tout le monde. La négociation se passe entre les deux protagonistes. Aujourd'hui, s'il faut négocier, avec qui il faut négocier? Je vous ai dit ici... Les chefs dénoncent. Il est tenté de dénoncer... Non seulement dénoncer, mais négocier avec ceux qui tirent le ficelle. Le vrai tireur de ficelle, l'État congolais, je le dis encore, je persiste, ne doit pas négocier avec le M23. Parce que ce ne sont que deux hommes de main tenus par des gens. La RDC, à ce niveau, n'a même plus d'intérêt de négocier avec le Rwanda. Parce que le Rwanda aussi semble tenir un agenda lui dicté par de puissance. S'il y a négociation aujourd'hui, la RDC doit négocier avec ceux qui tirent de ficelle. Je peux citer des États sans crainte d'être contredits. Les Nations Unies qui fait semblant d'être derrière nous ne le sont pas. Mais Diane, pourquoi ne pas aller directement jouer à la manière de Malien, choisir son camp au lieu de faire la courbette? Non, vous savez, il est plus facile de dire choisir son camp. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs blocs qui se dégagent et le Congolais aujourd'hui pense que parce que le bloc occidental semble ne pas marcher, on peut se retourner vers le bloc soviétique, notamment la Russie et autres. Mais il ne faudra pas oublier, le Congo n'est pas le Mali. Le Congo n'a pas les mêmes enjeux sur le plan international que le Mali. On ne pèse pas le même poids sur la balance. Le degré de considération ou encore de regard que le monde a sur le Congo est différent. Alors pour cela, nous sommes obligés de rester dans notre... Non, nous ne sommes pas obligés, pourquoi? Dans notre tarsi. Je ne sens pas qu'il y a une obligation avec l'intention de pouvoir rester. Parce que c'est une chose de pouvoir agir de manière épidermique, mais quand on est un homme d'État, on agit avec parcimonie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut de manière brutale prendre la décision de dire, bon, écoutez, désormais les accords bilatéraux avec tout le bloc occidental, on arrête et on va décider d'aller vers la Russie. C'est un processus qui doit se construire progressivement. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple, même maintenant, je ne suis pas de ceux qui estiment que le chef de l'État devrait officiellement tenir son langage dur. Je comprends. Quand tu vis une situation telle qu'elle est maintenant, je comprends le chef de l'État. Mais allez, au mois de juin, s'il n'y a pas de résultat, on va mettre dehors les forces de l'EAC. Je pense qu'à ces niveaux-là, sur le plan stratégique, ça peut nous jouer de tours. Pourquoi? Parce que si cette force a décidé de partir, est-ce que vous savez que cette force-là, dans ces contextes-là, peut devenir un problème pour nous? Puisqu'on reproche à cette force-là de faire clopin-clopin avec le M23, s'il faut le faire partir, ça doit être stratégique. Faire en sorte de pouvoir être en mesure d'occuper très rapidement les zones à leur départ. Pas attendre la force de la SADC qui semble être une piste qu'on veut choisir. C'est à ce niveau-là. Le Congo a tellement d'enjeux, on a tellement de faiblesses. Sur le plan militaire... Alors, sur le plan géopolitique, les forces de l'EAC sont composées à majorité des Tutsis, qu'on se les dise. Je vois très mal le frère se faire la guerre. C'est très... En tout cas, excusez-moi, mais c'est très difficile de concevoir cela. Mais, ma foi, cette guerre ressemble à une guerre des races. Entre les Bantous et les Nilotiques. Je pense que le chef de l'État, en s'approchant de la SADC, n'est-ce pas qu'il fait le bon choix? Vous venez d'utiliser une phrase à la fois incendiaire, à la fois apaisante. Ce que vous venez de dire, c'est, je crois que la phase suivante de la guerre de l'Est. On a tenté l'approche, une guerre fratricide entre Congolais. Ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à disséquer. On a tenté une question de gouvernance, c'est-à-dire l'État congolais n'est pas en mesure de sécuriser sa population de là, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on veut opposer des races. Et pourquoi opposer des races? Dès lors qu'on arrive au niveau de l'opposition de races, on active les instruments de droit international. On va conférer de manière implicite le caractère apatride à une population qui, cette fois-là, aura le droit de nous réclamer des terres avec la bénédiction de la communauté internationale et activer l'article 270 de notre constitution qui est très dangereuse. Où le Congo peut décider de céder une partie de ses terres. Ça, c'est un schéma. Et nous, on a tout intérêt à ne pas arriver à ces niveaux-là. Parce que les gens ne le savent pas. Quand Kagame vous dit que non, c'est un problème de terre, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui estime qu'il y a eu une terre qui a été prise. C'est quel peuple? Il parle d'une communauté à la base, ou de manière, à l'origine rwandaise,
mais qui malheureusement s'est retrouvé en dehors de ces terres pour des raisons de considération d'ordre politique. Et si on va dans ces dynamiques-là, on va se retomber nous-mêmes dans un propre piège, on fera des apatrides de ce genre-là, qui finalement auront gain des causes en récupérant nos terres avec la bénédiction du monde. En disant cela, je fais mention à l'EAC. Si, je comprends. L'EAC qui est composé de quel pays? Moi, je Kenya, le Kenya, Ouganda, Sud-Soudan, Rwanda, le Rwanda, Burundi. Bon, le Rwanda, on avait refusé. Burundi, Le Burundi, Tanzanie, la Tanzanie. Dans ces groupes de pays, il n'y a que la Tanzanie qui nous semble favorable. Vous avez pris cet angle-là. Moi, je peux vous donner un autre angle. Pourquoi cette force-là n'était pas la bienvenue? Cette force-là n'a aucune expérience. Des guerres. Des guerres. Il n'y en a pas. L'EAC, à la base, est une organisation sur le plan l'approche économique. Je sais que dans les questions d'inclusion économique dans une sous-région, on ne peut pas réfléchir sans tenir compte des questions d'ordre sécuritaire. Mais est-ce que c'est des sorts? Ont-ils l'expérience et l'expertise pour pouvoir régler des problèmes qui durent depuis des décennies? Comment on va vouloir venir régler un problème? J'ai dit ça aux gens. N'attendez pas de cette force une mission offensive parce que vous ne pouvez pas demander, c'est ce que Albert Einstein a dit un jour, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre. Vous n'allez pas demander à des gens qui, d'une manière ou d'une autre, chacun a une histoire avec cette guerre de l'Est, de venir résoudre ce qu'eux ont créé. Dans une guerre entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda ne sera jamais pour nous. Ça, c'est une vérité de fait. Mais le Burundi aussi. Mais lorsque le Rwanda, avec le M23 comme supplétif, s'accommode, abandonne les territoires entre les mains de forces armées ougandaises. N'est-ce pas que c'est comme si on joue là avec le feu. Ça veut dire que on crée des zones où la force de l'EAC récupère les zones du main du M23, mais on refuse la présence des forces loyalistes. Est-ce que c'est normal? Pendant une certaine période. Sur le plan négociation, ils ont des alibis du genre, puisqu'il y a des exigences... Est-ce que ce n'est pas là la création d'une zone tampon? Oui, mais la zone tampon est écrite noir sur blanc sur ces accords-là. C'était ça l'initiative, créer des zones tampons. Ça veut dire qu'on maintient les deux protagonistes à l'écart, on occupe une zone qui autrefois était censée être occupée par le rebelle, les temps de finir les négociations. À mon humble avis, cette dimension constitue encore une sorte de pression pour nous. Dès lors qu'on sait qu'on a des espaces de notre sol qui sont gérés par des forces entre guillemets neutres et que nous, en tant qu'État, on n'a pas le droit d'administrer là-bas, c'est une manière aussi tacite de nous contraindre à aller négocier. Parce que, qu'est-ce qui arriverait si jamais on arrive à ne pas... Aller négocier quoi? En fait... Aller négocier le mixage et le malaxage. Malheureusement, c'est ce que les gens veulent et c'est que nous, on ne veut pas. Maintenant, la question, c'est que si jamais on n'arrivait pas à trouver un compromis avec le M23, qu'adviendrait-il des zones occupées par les forces de l'EAC? Vont-ils le rendre à la RDC ou le redonner au M23? C'est la bonne question. C'est pourquoi je vous ai dit que cette initiative-là de la base comportait déjà les germes. C'est-à-dire c'était une initiative conflictogène dès la base. Je l'ai dit aux gens et le bonheur, ce que j'aime avec le temps, chef de l'État l'a dit, raison. S'il n'y a pas de résultats probants jusqu'au mois de juin, il faudra que les forces de l'EAC puissent quitter la RDC. Est-ce que ça sera faisable facilement? Facilement? Non. Non, mais c'est faisable. Ce que moi je crains, ce n'est pas le caractère facile dans le départ de cette force, mais les conséquences qui peuvent en découler. Le dégât que ces forces peuvent commettre avant leur départ. Comme quoi? Le sabotage, ouvrir le brèche parce qu'ils seront juste dans le poste frontal. Redonner de la force au M23. Redonner de l'espace à des miliciens, notamment le M23. Ou nous poignarder par le dos, saboter presque ces zones-là. C'est ce que moi je crains le plus. Parce que ces gens-là n'aimeraient pas aussi partir sur une note aussi malveillante. Sombre. Sombre. Moi, c'est ça ma crainte. Et à ces niveaux ici, je crois que, je veux répéter ce que j'ai l'habitude de le dire, s'il y a une force capable de pouvoir sécuriser mieux le Congolais, c'est nos propres forces. Mais seulement, dans le poids de l'histoire, cette armée-là a subi beaucoup de problèmes internes. Il faut remettre sur pied cette armée, et très rapidement, et assurer l'intégrité de notre territoire seul. Ce n'est qu'à ces niveaux-là, on pourra se faire respecter par les États voisins. Est-ce que le président Tshisekedi négocie pour gagner du temps et former son armée? C'est peut-être possible. Malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je crois que dans la vie politique, il y a des gens que le monde a sous-estimés autrefois qui ont fini par faire preuve de beaucoup de prouesses.
Même Joseph Kabila, quand il est arrivé, personne ne savait que ce type-là quitterait le pouvoir et retrouverait la vie civile. Après 18 ans, retrouver la vie civile. Alors que ces ouailles n'est juré que par sa présence involontaire à la tête de la République pour qu'eux continuent à vivre la bourgeoisie comme Prador, comme disait Mouzé. En gros, si c'est une stratégie, je ne sais pas, mais je crois que puisque la vie humaine est sacrée, cette question doit être résolue le plus vite possible. Quelqu'un me disait, est-ce que la RDC n'est pas victime de la, je dirais, de la haine de ses voisins qui constatent qu'il y a un cycle électoral qui est respecté depuis des années et par contre, dans le pays voisin tel que le Rwanda, l'Ouganda, Congo-Brazzaville, les élections sont organisées de la manière dont on sait. Et ça fait une sorte d'école pour la RDC, une école démocratique qu'on ne voudrait pas voir dans la sous-région. Vous savez, la proximité a toujours tendance à pouvoir modifier la culture des uns des autres, à tous les niveaux. Le cas de la RDC, il faut dire vrai, a beaucoup fait parler, ça c'est une certitude. Mais je ne pense pas que ça soit très prépondérante dans l'attitude de ces gens-là. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple d'en face de nous, Denis Sassou Nguesso. L'équilibre de ces États tient du parrainage de cette communauté internationale. Tant que la France retrouve ses intérêts au Congo-Brazzaville et qu'ils ont leur homme à la tête, tant pis, le reste, ce n'est pas leur problème. Les notions de démocratie qu'on vient nous donner ici à la con, excusez-moi, on est sur un plateau de télé. Oh, je sais votre patriotisme. Allez-y. Ils ne le donneront pas là-bas. Chez nous, on est capable d'embraser la République quand il s'agit d'une interprétation d'ordre constitutionnel qui n'arrange pas cette communauté, capable de mobiliser les instruments diplomatiques, notamment le média, pour nous lyncher sur le plan médiatique. Est-ce que les Congolais ne se sont pas rendus compte de ces deux poids des mesures? C'est pour dire aussi qu'à ces niveaux-là, le Congo ne représente pas la même chose que les autres États voisins. Les enjeux au Congo sont bien loin, plus grands que les enjeux qui peuvent survenir dans d'autres États. Le regard du monde sur le Congo est différent des autres regards. Aujourd'hui, la France, dans son parrainage avec la France et avec le Rwanda, la France veut laver l'affront de l'histoire. Avec l'opération turquoise, la France s'est retrouvée. Le Rwanda a fait un effort de mettre la France devant ses responsabilités et devant l'histoire. Comme ils aiment pas se salir le main, ils sont en train de se racheter. La France se rachète pour le ZAFR et son implication dans le génocide et tout ce qui est arrivé au Rwanda. Du coup, ça passe par beaucoup de choses. On soutient la candidature du Rwanda dans le concert des nations, notamment l'OIF. On ne peut pas comprendre que la plus grande nation francophone soit la RDC, mais que quand vient les questions de candidature, vous tamisez ou vous filtrez presque pour donner la présidence au Rwanda. Je sais que c'est une présidence tournante, oui. Et la France pèserait dans la balance pour le rapprochement entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda? Forcément, parce que le Congo-Brazzaville est une, j'ai envie de dire, une colonie de la France. C'est la poursuite de la zone CFA. C'est logique. S'ils veulent aller dans la théorie d'encerclement, c'est peut-être possible, parce que le Congo d'aujourd'hui semble sortir la tête bien. Est-ce que ce qui nous arrive dans le plateau de Batéké, avec des tueries qu'on ne connaissait pas, ne doit pas ouvrir l'œil et les bons quand on sait que le Rwanda a acheté des terres en face au Congo-Brazza? Je vous ai ici dit que le Congo vit une période cruciale de son histoire et il nous faut une révolution. Avant de parler du conflit Teke-Yaka, avant de parler comment on dit, même à Maluku ici, à Menkao et les autres, avec cet phénomène de Mobondo et autres, cette recrudescence de la violence, je vous ai dit ici que c'est les indicateurs de l'implosion sociale. Quand la société est implosée, on devient vulnérable justement aux attaques, aux assauts venus de l'extérieur. Je veux dire une phrase que les gens n'ont peut-être pas encore entendu jusque-là. Si le morcellement de la RDC n'a pas réussi à être mis en application par la voie de l'Est, il est possible d'imploser l'ensemble de la République pour nous mettre devant un fait accompli. Depuis Amsterdam, les années 1880, les gens ou encore les Occidentaux ont estimé que le Congo était beaucoup plus grand pour nous et que nous n'étions pas en mesure de pouvoir gouverner cette étendue de terre et que la meilleure façon pour nous, pour vivre, c'est devenu même une stratégie, même une hypothèse dans la résolution de conflits chez nous. Essayez de démembrer ces États-là, vous verrez que la calmie et les vécus sociaux interviendra entre le peuple. Il les justifie par le fait que le Congo est l'un des rares États au monde avec une mosaïque énorme de plus de 450 ethnies et tribus.
Et ils estiment que c'est notre faiblesse, c'est ce qui nous divise. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui semble donner raison à cette hypothèse qui n'est pas vraie. On a appris à vivre ensemble depuis 2 années, 2 décennies. Si cet État devrait être divisé, croyez-moi, de par la volonté des gens, depuis longtemps, ça serait fait. Si ça n'arrive pas, au-delà de la providence divine, il y a aussi ce vouloir vivre ensemble de la population congolaise. Ce qui fait que tous ceux qui veulent intégrer la nationalité congolaise oublient un élément essentiel. Au-delà de la nationalité qui est un acte juridique, il y a une dimension morale, éthique et sociétale qui est le vouloir vivre ensemble, ce que nos amis ne connaissent pas. Alors, je vais revenir à l'esprit de ma question. Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit, oui, se rapprocher de ses homologues, de ses institutions, de ses organisations sous-régionales, mais en étant aussi sage, sage, mais aussi ne pas trop faire confiance à ceux qui ce sont les animateurs de ces institutions. Moi, je vous dirais, cash, on n'a même pas besoin de faire confiance aux gens. Dans le rapport étatique, on n'a pas besoin de faire confiance. Ces gens-là sont inévitables parce que je vous ai dit ici que le Congo a besoin de ces gens pour prendre une autre dynamique. Le Congo doit jouer son rôle. Le Congo doit prendre la place qui lui revient dans ce continent. Le Congo doit jouer son rôle de catalyseur du continent. Le Congo est le poumon de l'évolution de ces continents et le Congo doit jouer ses rôles. Et pour jouer ses rôles, il ne faudra pas se mettre en autarcie. Il faut être avec ces gens-là. Mais il y a un élément essentiel qui nous fragilise, c'est que tant qu'en interne, le rapport de force n'est pas suffisant, on ne saura pas justement jouer ce rôle-là. Je donne un exemple de ce qui nous arrivait généralement à l'école. Il y avait toujours un type qui se croyait le plus malin, le plus fort, qui vous imposait des choses. De par sa corpulence, tu vas te dire, bon écoute, ce type ici est certainement plus fort que moi. Quand il vient, il prend ton goûter, et quand il vient, il te prend de l'argent dans le sac. Jusqu'au jour où tu décides de confronter sa force à une réalité. Vous vous battez et tu le mets au tapis, tu te rends compte que finalement, il n'est pas assez qu'il est prenable et que je peux le tabasser. Tout le rapport de force change. Aujourd'hui, les gens ont estimé que le Congo a perdu cette culture-là de pouvoir s'imposer, de faire respecter ses droits. Se défendre. De se défendre. Et que les gens viennent avec des négociations, avec des accords bidons, avec la bénédiction des autres. On nous contraint à signer n'importe quoi à gauche et à droite. C'est ça notre réalité, malheureusement. Et je suis d'accord aujourd'hui qu'on n'a plus le droit d'aller signer, de négocier avec qui que ce soit, mais dans le fond, préparons-nous à une guerre. La phrase que Mouzé a dit n'était pas une phrase anodine. La guerre sera longue Cette guerre sera longue et populaire. Et à ces niveaux, nous y sommes. Nous y sommes. Cette guerre est devenue populaire. La longévité de la guerre, on l'a déjà vu. Maintenant, à ces niveaux ici, elle a atteint la dimension populaire. Ça veut dire que chaque citoyen doit s'engager dans cette dynamique. Chaque citoyen, chaque fonctionnaire, chaque homme politique. Mais surtout, derrière les hommes politiques, on voit que il y a non. C'est lui, eh bien, qu'il tombe pour que nous puissions récupérer. Anchilom dit, Bichiki la Tuboya. La politique de haute toi que j'ai m'y mette. Voilà. C'est ça, c'est l'ADN de Congolais, malheureusement. Mais le problème, c'est que si Félix partait maintenant quand laisser cet État dans ces mêmes contextes, êtes-vous sûr que cette opinion que vous voulez faire prévaloir maintenant, vous l'aurez encore? Très bien. Cette fois-ci, on va parler élection en 2023, décembre 2023, bien sûr. La CENI confirme qu'il y aura élection. On prend d'abord de cet élément et on revient pour la suite. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023,
Adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie. Eh bien, le train des élections est en marche et rien ne peut l'arrêter. Le compte à rebours a déjà commencé, Gradiviane. Eh bien, il faudra déjà se préparer pour les élections au mois de décembre. On pensait qu'on aura un glissement, un dialogue, on s'était déjà habitué. Voir un gouvernement d'union nationale, Félix Tshisekedi dit non. Je pense que, encore une fois de plus, ça c'est une question de culture. Les hommes politiques disent une chose et son contraire à la fois. Ces élections, il faut dire vrai, ont commencé timidement. Nous, on était de ceux qui estimaient que, bon, il ne faudra pas qualifier les infractions avant les actes. Il faut dire quand même vrai, c'est que Denis Kadima fait preuve de beaucoup d'écoute et de sensibilité dans les revendications, mais aussi les plaintes lui déposées. On a eu beaucoup de problèmes dans le processus d'enrôlement. La plupart, d'aucuns se doutaient que ce processus allait se dérouler convenablement et atteindre les résultats escomptés. Qu'aujourd'hui, le taux d'enrôlement atteigne le 97,14% de nombre attendu. Ça prouve à suffisance qu'en 4 mois, on pouvait faire les choses mieux quand on sait qu'en 2018, alors qu'on avait tout notre temps, pour un taux d'enrôlement d'à peine 90%, on a fait pendant 9 mois. Et on a eu 16 mois pour l'ensemble du processus. Donc en gros, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire et je ne cesserai de le répéter, si jamais il y aura dialogue, ça sera du fait de politique, pas du fait de la CENI. Parce que cette CENI nous a prouvé à suffisance, avec le moyen de bord, avec les contraintes présentées par elle-même, qu'elle était capable de pouvoir s'adapter et faire les choses dans les délais tels que définis par elle-même. Ça, c'est une vérité de fait. Mais seulement dans le processus électoral, il y a 2 types de contraintes. Il y a les contraintes d'ordre légo-technique, mais il y a aussi les contraintes d'ordre politique. Et aujourd'hui, la plus grande contrainte politique qui pèse sur la CENI, c'est doit-on aller aux élections avec ou sans le zone occupée par le mouvement rebelle? À ce niveau-là, c'est vrai, il y a eu une jurisprudence de 2018 où on pouvait partir comme ça et puis décider dès qu'il y aura accalmie de repêcher le siège de ces zones-là et les enrôler. Cependant, aujourd'hui, les gens en ont fait une fixette ou une fixation. Et comme j'ai dit ici, c'est devenu un élément de langage pour les gens. On ne va pas aux élections sans la population de l'Est. Les gens pensent qu'en faisant cela, c'est prouver son patriotisme. Mais les gens oublient et ignorent une chose. On est partagé ici entre le respect de l'exigence constitutionnelle et la considération d'ordre citoyen de la population. De lors que ces processus a intégré une nouvelle donne, c'est-à-dire qu'il y a ceux de la diaspora de quelques États, à hauteur de plus de 17 000 qui se sont enrôlés et participent aux élections, je pense que à ces niveaux ici, on doit reconnaître un certain mérite de la part de cette CENI-là, et je ne serais pas prétentieux de dire que forcément mon point de vue est meilleur, mais j'estime aussi que pour des raisons de complexité de la situation de l'Est, on peut aller aux élections tout en laissant la place au gouvernement de pouvoir trouver une solution à ce problème pour que dans une année après les élections, que cette population ne se sente pas abandonnée dans l'organisation de l'État et qu'il retrouve les voies conventionnelles et constitutionnelles dans le délai. Et aujourd'hui, je crois que le processus électoral, plus rien ne peut nous faire douter de l'existence de ces élections en décembre. Et comme je l'ai dit ici, les politiques, ils disent une chose et leur contraire. J'ai l'impression que beaucoup d'opposants, soit par faute de moyens, soit par faute de représentativité, sont pour le dialogue parce qu'ils savent que c'est le chemin le plus facile. Je vais faire valoir mon statut de figure emblématique de l'opposition.
Comme ça, après, il y aura partage de postes. Encore une fois de plus, c'est une culture. On vous place une voie démocratique par le joute que chacun essaye de compétir. Non, on préfère rester dans le voie traditionnelle. C'est-à-dire, le Congolais est toujours dans l'abus. Ce qui était censé être une valeur devient une anti-valeur par la suite. Diane, est-ce que dès le départ, il n'y a pas eu... il y a eu des problèmes quand même pour la mise en place de ce bureau de la CENI. On a parlé des débauchages de membres du FCC qui n'ont pas été mandatés par leur famille politique. La Mouka, la même chose. Est-ce que ce n'est pas là où le politique risque de trouver raison pour négocier, dialoguer, revoir les bureaux de la CENI? Je vais vous dire une vérité, à ces niveaux-là, c'est un problème d'organisation interne des formations politiques. Comment ça? Est-ce que quelqu'un peut contester le caractère péperdien de Didi Manara? Lorsqu'il est révoqué des... Non, mettons-nous d'accord. Quand est-ce qu'il est révoqué? Il est révoqué dès lors qu'il accède au poste de rapporteur. Ça me rappelle l'histoire des Birindo avec Tshisekedi. Kabila, Mobutu, qui dit ben, j'avais nommé un premier ministre qui sortira des rangs de l'opposition. Mais quand on dit cela, on voit Etienne Tshisekedi au Moulumba. Mais Birindo aussi est un opposant. Birindo est consulté indûment. Il n'a pas respecté la ligne politique. Et il est radieux de l'UDPS, mais celui qu'on nomme. Est-ce que ce n'est pas la même histoire? Vous êtes allé plus loin pour rien. Une histoire plus récente que l'histoire des Birindois, c'est Bruno Tshibala. Vous êtes allé plus loin pour Birindois. Bruno Tshibala était-il l'UDPS, oui ou non? Mais est-ce qu'il a fait, est-ce que le parti en interne était capable de consolider, voir leurs intérêts? Il dit, bon écoute, on veut parler de l'UDPS, oui, mais ici, on sait qu'on est dans un jeu politique en face. Est-ce que doit-on choisir les têtes qui nous intéressent? Non, pas forcément. De rester dans le respect de principe, quand même. Forcément. C'est pas ça qui crée la cohésion, qui divise la cohésion nationale. Pas forcément. Je crois qu'il faut dire une vérité, c'est qu'à ce niveau-là, c'est un jeu que moi j'estime pas très favorable. Pourquoi? Mais interrogeons le modus operandi. Comment accèdent, comment sont nommés les membres du bureau de la CENI? C'est à ce niveau-là, quand on arrive là, on se rendra compte que c'est une faiblesse au niveau de l'organisation des formations politiques. Ça serait au niveau de l'exécutif, au niveau d'une institution, d'un établissement public, je comprendrais que ça soit un jeu politique et on va puiser dans l'idée de fragiliser. Mais quand il s'agit d'une institution d'appui à la démocratie, je crois qu'à ce niveau-là, c'est là où interviennent les faiblesses des gens. Qu'est-ce qui a fait que Didi Manara se retrouve là, éradié par le PPRD? C'est parce que le PPRD, en tant que parti de l'opposition, a droit à un siège et à un poste bien défini. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on arrive pendant ces moments-là, il faut qu'un délégué du PPRD. Le PPRD décide de faire la politique de la chaise vide. Il dit, nous, au regard du caractère non inclusif de la désignation du bureau par les confessions religieuses, parce que Kadima est contesté, on ne prendra pas part à ce bureau-là, parce qu'on estime que ce n'est pas un bureau légitime. Quand ils font retour, il y a un délégué du PPRD qui vient au nom du PPRD. Quand il y a un vide, on voit celui-là. Qui vient au nom du PPRD, mais qui n'est pas mandaté par le PPRD. Non, qui vous dit qu'il n'est pas mandaté? Il n'est pas venu comme ça. Il s'est organisé en interne. Il doit être mandaté par sa direction. Oui, mais la direction a plusieurs structures. Il s'est organisé pour avoir un mandat. Maintenant, le problème, c'est qu'à ces niveaux-là, doit-on laisser un vide ou faudra remplacer? Imaginez que la CENI dise, bon, comme le PPRD en tant que parti politique ou le FCC décide de ne pas prendre part au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller à l'encontre de texte. C'est à ce niveau-là, la mauvaise foi des acteurs, des hommes politiques intervient. Le parti dit non, lui il profite de ces vides pour faire valoir sa candidature. Il n'est pas le seul. Non, il y en a plein. Aussi Agematembo. Agematembo, Toto, il y en a plein. Il y en a plein. C'est des gens, des caciques reconnus et identifiables. Ils se servent de cette notoriété pour se désolidariser de la ligne du parti politique. Ça, c'est un problème. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? L'Assemblée nationale entérine ceux qui se sont éloignés de la ligne politique? Ou l'Assemblée nationale, pour réfuser, pour chercher la cohésion nationale, renvoie cette question. On a vu cela. On a vu cela avec les choix du porte-parole de l'opposition. Comme ça, moi et vous, on savait que ça n'arrivera jamais. C'était tellement né avant même les départs.
comme l'opposition ne s'est pas mis d'accord, on n'a pas choisi un porte-parole de l'opposition. Mais pourquoi prenons le cas, puisque vous avez choisi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu compromis. L'Assemblée nationale a décidé de ne pas prendre des décisions, de vivre la léthargie. Oui, mais pour la CENI... Bon, admettons qu'il n'y a pas eu de compromis, cette opposition qui doit prendre place décide de ne pas participer, on dit, bon, dans ce cas, on ne met pas en place le bureau. On serait où aujourd'hui? Mais le respect des textes. Respecte les textes. Non, ça veut dire que le texte, on devrait respecter le texte sur la composition de la CENI et pas la Constitution qui exige un certain calendrier pour la mise en place du bureau et de l'organisation des élections. Mais créer les consensus. Non, le consensus... Il faut dialoguer, il faut toujours dialoguer. Monsieur Crispin Chibassou, les consensus semblent ne pas être un mot connu des acteurs politiques congolais d'aujourd'hui. Avant, non, j'ai bien précisé, aujourd'hui. Avant, on était capable de faire des prouesses à ces niveaux-là. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Je vous ai dit que c'est un problème d'homme. Aujourd'hui, quelle est la qualité d'acteur politique? Écoutez, la qualité d'homme, nous avons des hommes politiques qui sont matures, qui sont intelligents. Vous avez en face Délice Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi, Fayoulou et consorts. Ça dit, ce sont des hommes qui peuvent se mettre autour d'une table avec l'armada du PPRD et de l'autre côté avec Chadari, et c'est de l'union sacrée, se mettre d'accord pour quand même éviter qu'il y ait toujours cette crise de légitimité tant soit dit depuis des années. Regardez, la difficulté dans la composition du bureau de la CENI, c'est que quand le parti se rétracte, il y a une exigence de délai à tenir. Et le bureau de Kadima avait une jurisprudence. Cette jurisprudence, c'est les élections de 2018. On a vécu presque une situation similaire. C'est ça le mal avec le droit. Une pratique peut être bonne ou mauvaise. Tant qu'elle acquiert la force de loi, elle devient un exemple pour couvrir un vide. Parce que la nature a horreur du vide. Je ne suis pas de ceux qui pensent cela. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais le problème, c'est que ça, on ne peut pas mettre sur la tête de Denis Kadima. Il n'est ni de près ni de loin considéré dans la désignation. Ici, c'est la responsabilité du Parlement. Et le Parlement, face à l'histoire, s'est rendu compte qu'entre bloquer le processus électoral et continuer à aller de l'avant, le Parlement a fait un choix. Qui suis-je, moi, pour juger le choix du Parlement? Elle est bonne ou mauvaise, à tort ou à raison? Discutons-en. Mais est-ce qu'à la fin, ça ne va pas bloquer la machine? Je ne pense pas. Parce que nous avons suivi les communiqués, oui, à telle date, il y aura ça, ça. Mais au finish, les politiques, on sait comment ça s'annonce chaud avant les élections. Hein. À ce niveau-là, je compterai encore sur la culture des hommes politiques congolais. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le PPRD aujourd'hui utilise les mêmes arguments qu'on a utilisés pour Corneille Nangaa, Yobelou, qu'il n'était pas. L'avantage, c'est que cette fois-ci, on a connu à 2 reprises les élections du président de la CENI. Le pauvre Ronsard Malonda, avec sa palette d'expertise, toute sa connaissance, on a fait un effort de lui coller l'étiquette FCC et on est passé à côté d'un autre expert. On trouve Denis Kadima, c'est la même recette. Le problème aussi, c'est que s'il faut faire... Oui. Vous avez parlé de Ronsard Malonda, il n'est pas passé parce qu'il a été interné par Mabunda. Mais quand Kadima est entériné par Mbosoko Diampouanga, on lui donne l'étiquette de l'union sacrée de la nation. C'est ça l'opinion congolaise. Oui, mais c'est ça le problème. Malheureusement, c'est ça. C'est pas l'opinion, non, pas l'opinion. Ne mentez pas sur l'opinion. C'est les acteurs politiques. C'est eux qui conçoivent ces éléments de langage-là. À ce niveau ici, je préfère pas qu'on rentre sur la composition de la CENI, ça sera l'éternel problème. L'opposition a un modus operandi, a une manière de faire. Je vous ai dit ici, les hommes ont changé, les partis politiques ont changé, c'est la même recette. On ne va pas siéger, ces bureaux-là est illégal. Denis Kadima est d'élu de PES. On a même monté des photos avec la photo de Tshisekedi sur son t-shirt pendant une opération de la CENI. C'est comme ça. Après, on vous dira non, ces types-là organisent une fraude. Ce sont les mêmes éléments de langage qui reviennent. Alors qu'on peut étudier les choses dans le fond. Je vous pose une question. Je sais que c'est pas à moi de poser des questions, je vais quand même tenter de répondre. C'est une question rhétorique. Pensez-vous que le PPRD commettra l'erreur de ne pas prendre part aux élections de 2023? Les premières élections du PPRD en tant qu'opposition. Je me pose la question, est-ce que tous les membres du PPRD, est-ce qu'ils se sont enrôlés?
Beaucoup se sont enrôlés, beaucoup se sont enrôlés. Beaucoup. Mais les leaders ne se sont pas enrôlés. Si, les leaders, beaucoup se sont enrôlés. Ils préparent même les dossiers, les candidatures. Ah bon, vous êtes sûr? Je vous dis, pour des secrets de polichinelle, j'ai l'habitude d'être consulté pour les stratégies de communication. J'en connais plusieurs qui préparent déjà leur campagne. Mais le PPRD en tant que formation politique, qui est né dans la majorité, c'est un premier test secondaire nature. Quand vous avez quitté le pouvoir tout en étant sali au niveau de l'opinion et qu'on pense que vous n'avez pas encore la même mise sur l'électorat, pensez-vous que le PPRD commettra la grossière erreur de son histoire, ne pas prendre part à ces élections? Ça sera une mort certaine. Ça peut être question de se référer à la santé. Non, je vous dis que... Se référer à la santé, attendre le moment venu. En tant que parti politique, s'ils veulent faire la bonne opposition, ils ont le droit d'accéder aux institutions et d'avoir le regard sur le contrôle des institutions. Est-ce qu'à la fin, on ne va pas mettre à l'avant-plan le fait que le bureau Kadima a été imposé, eh bien, faire demander la facilitation de la communauté internationale qui va imposer un dialogue. On connaît comment ça se passe. Heureusement, vous connaissez comment ça se passe. Ça veut dire que c'est la même recette. Ces arguments-là, on mettra sur tapis. Mais le problème, c'est que c'est comme je vous ai dit ici. La plus grande peur, ce sont les contraintes d'ordre politique. Il ne faudra pas que le politique nous amène sur ces terrains-là. Peur politique, ça dit... Non, c'est-à-dire, il ne faudra pas que le politique nous emmène sur ces terrains-là. C'est-à-dire, à ces niveaux ici, amenons cette CENI-là jusqu'au bout. des élections avancées normalement. Ce train-là est déjà engagé, que les formations politiques se préparent. Je pense que quand on est dans l'opposition, l'idée de pouvoir créer un caractère hétérogène dans le bureau, avec la présence des différentes formations politiques, c'est pour des besoins de contrôle. Très bien, Vouloir le quitter, c'est ne pas comprendre la mission que vous avez. On va terminer cette émission avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, qui était en réunion avec l'opposition. Eh bien, la marche du 13 n'a pas eu lieu, malgré la présence du bloc de Lubumbashi. Moïse Katumbi était à Kanluka en mobilisant, mais la marche n'a pas eu lieu. On a une opposition qui est compréhensive. Hein. Bon, je crois qu'il faut dire une chose, c'est autant logique. Et c'est ce que je souhaitais de la part des opposants. Quand on a une opposition de la trempe de Matata Mponyo... Bon, une opposition bourgeoise apparemment. Hein. Oui, un peu, capable d'apporter beaucoup de réflexion. Moïse Katumbi, c'est vraiment un politique hardcore, oui. Quand on a un des 10 et 100 capables de réfléchir, je pense que ça ne sert à rien de pouvoir engager un bras de fer si l'objectif est d'éprouver à la face du monde et à cette majorité qu'on a encore la même mise sur l'opinion publique. Parce que, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est une stratégie. On va vers les élections. Cette majorité nouvellement constituée avec l'Union sacrée a prouvé à la face du monde qu'on est capable de mobiliser. C'était un message, pas seulement au niveau de l'opinion, mais au chef de l'État, que cette Union sacrée est prête à porter votre candidature et à vous dire qu'on a encore de l'ancrage au sein de l'opinion et qu'on est capable de mobiliser pour vous. L'opposition, dans cette bataille-là, ne devrait pas rester en marge. Décide aussi d'éprouver, de rendre coup pour coup à cette initiative. Donc la capacité de mobilisation de l'opposition sera mise à l'épreuve. Exactement, on est en plein bataille de l'opinion. Et à ce niveau-là, cette opposition a décidé de le faire ainsi. À l'avantage que cette opinion va organiser une marche sur des questions sociales, c'est vrai, qui ont une part de vérité dans la réalité des Congolais, notamment la vie chère et la question sécuritaire. C'est le bonheur d'être dans l'opposition. On peut grappiller dans les faiblesses. C'est le mot trouvé. Oui, on trouve le mot. Et au-delà de ça, je crois aussi que si l'objectif était la mobilisation, ils n'ont aucun intérêt de pouvoir engager un bras de fer. Mais par contre, si la stratégie est de pouvoir salir l'image du pouvoir vis-à-vis de l'opinion, je crois qu'ils auraient choisi la confrontation avec la police. Parce que tout ce qui arriverait, on dirait, vous voyez, ce pouvoir a mis en place des policiers pour réprimer une marche. Et là, l'attitude des opposants me prouve à suffisance que la stratégie derrière, ce n'était pas aller chercher la confrontation, mais plutôt prouver à la face du monde qu'ils sont capables de mobiliser. Et quand c'est cette dynamique, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. D'autres diront, ben, c'est une opposition bourgeoise qui ne veut pas du tout s'affronter aux policiers, et ainsi de suite. Ils veulent bien garder leur bourgeoisie en étant bien dans leur peau, en gardant les bonnes santé. C'est question de choix. Quel est l'intérêt pour eux aujourd'hui de vouloir travailler sur l'image
d'une police répréhensive vis-à-vis des opposants maintenant. Est-ce que c'est une image qui risque de coller et qui leur donnera gain de cause? Je ne pense pas. Le problème ici, c'est question de stratégie. Ils peuvent avoir cette intention-là, mais aujourd'hui, il faut être en mesure de respecter le cible ou encore le target. Ici... En tant que communicologue, pensez-vous que après la marche, il y aura, ça va marquer un coup sur le plan politique en RDC? Je crois que ça marquera toujours un coup parce que, à ce stade ici, c'est deux protagonistes. C'est-à-dire il y a deux blocs. Il y a un bloc de l'autre côté qui est au pouvoir avec l'Union Sacrée. Il y a un autre bloc, le front de l'opposition. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé des noms? Je ne sais même pas. Qui sont de l'autre côté. Et aujourd'hui, ce bloc-là est un bloc nouveau. Il ne faudra pas oublier que ce bloc-là naît des cendres de la grande coalition Lamouka, qui aujourd'hui, il faut dire, est déjà presque une structure morte. Pourquoi? Parce que les deux gardiens du temple, les deux chefs coutumiers qui devraient maintenir, pérenniser l'élan de Lamouka après que les autres ténors aient quitté la barque, se sont aussi divisés. Ça, c'est la preuve que les ambitions à très long terme des politiques ne sont souvent pas tenues compte dès lors quand ils mettent ensemble, ils convergent leurs forces. Et j'ai peur que cette dynamique risque de commettre la même bêtise. Parce que quand vous mettez ensemble en tant que politique pour les intentions d'ordre électoral, il faut veiller sur toutes les possibilités et bien définir, bien se parler sincèrement et définir les ambitions à très long terme. Vous pensez que les discussions de Lubumbashi n'ont pas clairement... non, je ne sais pas. Non, analysons les faits. Si, dans l'analyse... Ils partent sur des bases solides ou des bases qui sont éphémères. Dans l'analyse aujourd'hui, je vois des blocs venus avec des orientations différentes. Augustin Matata Mponyo est un acteur politique, oui, mais un technocrate de surcroît. Nitete Sédéboire au niveau judiciaire, c'est quelqu'un qui aurait fait justement cette opposition républicaine bourgeoise avec la proposition des idées et autres. Aujourd'hui, il a en face de lui une réalité qui le contraint à prendre l'option politique et politicienne. Ça veut dire que quand il arrive, il a d'abord besoin de compter sur un bloc qui politiquement lui conférerait une certaine ancrage et une couverture de l'opinion publique. C'est d'ailleurs pour ça que sa candidature n'a pas été déclarée parce qu'il le voulait, mais parce que c'était une forme de pression à mettre au pouvoir en place pour que finalement on le laisse tranquille. Alors Fayoulou cherche coûte que coûte à pouvoir rempiler. Bon, est-ce qu'il faut parler de rempiler? Mais je pense que Fayoulou aujourd'hui est à la quête de quelque chose qu'il n'a pas eu autrefois. Et je peux m'imaginer quand il arrive dans cette coalition, dans sa tête, il y a avec la posture de celui qui doit être le candidat naturel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une base née de la Mouka, et quand il arrive dans un bloc de l'opposition, il apporte une certaine crédibilité, fort de l'expérience des élections de 2018. Mais ce que Moïse Katumbi ne va pas entendre. Mais lorsqu'on considère les dissensions qui ont existé entre Fayoulou et Moïse Katumbi à l'époque de la Mouka, quand Moïse Katumbi faisait bloc avec l'Union Sacrée de la Nation, est-ce que ça ne va pas jouer dans la balance où la cohésion sera difficile à conserver? Non, entre le politique, c'est comme je vous ai dit, c'est pas question de qui avait fait quoi, c'est question d'intérêt. Dès lors que je peux trouver de l'intérêt, et Fayoulou peut trouver de l'intérêt à Matata sur le champ, ils sont capables de faire une alliance et puis après se séparer. C'est ça la gestion des ambitions. Et Moïse Katumbi qui va à Kanlouka, l'abbation de Fayoulou, ça veut dire quoi ça? Il est intrusif, ça c'est clair. Lui aussi il vient avec la même idée, c'est que pour lui c'est aussi les candidats naturels. Il a le moyen et une base. Parce qu'en cet instant, il faut mettre de manière compacte la représentativité sur l'approche politique en termes d'ancrage. Il en a plus que tous les autres. L'intelligentsia, c'est... L'intelligentsia, c'est Sanga, c'est Matata. C'est Sanga par l'intelligence. Ancrage, il n'en a pas. Notoriété, il en a, mais pas au niveau de la présidence de la République pour l'instant. Matata Mponyo, oui, de l'intelligence aussi, mais beaucoup plus technocrate. La politique, j'ai l'impression que c'est ses premiers pas, en fait, en tant que politicien. Et tu vois, c'est un mélange, oui, dans le vrai sens du mot. S'ils définissent convenablement les ambitions à très long terme, c'est un bloc qui peut faire de bonnes choses. Merci. Mais malheureusement, je crains que, tenant compte des ambitions des uns des autres, d'abord de un, je vois mal Fayoulou se plier pour laisser la candidature de Katumbi, et je vois mal Katumbi se plier pour laisser... Ça sera difficile. Merci beaucoup, Gardi Diane.
d'avoir accepté d'être avec nous. Nous avons été fâchés par nos amis, hein, nous avons cité leur nom. On attendait Pius Romain Roland, qui nous avait confirmé qu'il n'est pas venu, mais aussi Fierté Dinanga, qui n'a pas... Celui-là, il a fui. Il a fui. Si tu l'avais dit que je serais sur le plateau, il a essayé de fuir. Il a Fierté Dinanga qui n'a pas fait signe de vie. Merci beaucoup à Gardi et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et nous demandons, nous souhaitons que le Congo ne soit pas devenu une sorte de manœuvre pour que le pays voisin puisse avoir des ambitions et de pouvoir toujours soutenir nos richesses, être à la base être à la quête d'autres pays. Nous devons jouer notre rôle, avoir une armée dissuasive qui va réellement permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Et pour défendre nos intérêts, il faut une armée forte. Alors, nous demandons, hein, avec beaucoup d'insistance à tous les Congolais qui ont n'est-ce pas, répondu à l'appel du chef de l'État et ceux qui voudront bien répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir s'enrôler dans l'armée pour défendre la République démocratique du Congo. Parce que sans la RDC, nous devenons des apatrides, général, colonel, capitaine. Il ne faut pas être officier homme d'affaires. Non, il faudra être un officier qui travaille pour sauver l'unité nationale, défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À bas les généraux, les militaires affairistes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. À bientôt.